Salut les judokas, en haut de cet escalier, l'interview de Jean-Luc Barré en 5 épisodes. De l'école Coréa jusqu'aux très belles années compétition dans le mythique club de Levallois, du premier grand départ à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à 20 ans de participation de compétition au Japon. D'ailleurs, un 6e date passé au Japon, Jean-Luc n'a pas fini de nous étonner. Vous pourrez retrouver les liens des 5 épisodes dans la description. Vous pouvez aussi naviguer avec la barre de lecture dans les différents chapitres et d'ailleurs sauter cette introduction. Et bien sûr, si ça vous plaît, pensez à vous abonner, ça aide vraiment à développer la chaîne et à mettre un like par exemple sur votre épisode préféré. Alors moi je vous laisse et on se retrouve derrière cette porte pour l'interview. Merci Jean-Luc, beaucoup de ton temps, je sais que tu es très chargé, donc merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Pascaline. Alors je vais me permettre pour une fois de faire une introduction un tout petit peu longue, je vais raconter l'anecdote de comment moi je t'ai rencontré et pourquoi tu arrives là aujourd'hui à l'interview. Oui. Et puis après c'est toi qui parleras pendant le temps que tu veux, ça te va? Oui si tu veux, d'accord. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est assez drôle parce que donc moi j'ai connu Jean-Luc avant de le connaître, parce que c'était déjà une légende avant que je te rencontre vraiment. Pourquoi? Parce que, et c'est marrant parce que je ne l'ai pas rencontré en France alors que c'est un judoka français. En fait c'était au Japon et j'entendais parler de ce fameux Jean-Luc Barré qui faisait tout au Japon, qui faisait la compétition au Japon, etc. Et donc je savais qu'il existait. Et puis est arrivé ce jour où il y a une compétition annuelle, tu auras largement le temps de nous expliquer comment ça fonctionne, mais où du coup j'ai pu te voir à l'œuvre en chiaï, je crois que c'était une fois par an pour passer les grades ou quelque chose comme ça. Le 28 avril de chaque année, ce qu'on appelle le Kodansha Taikai. Voilà, merci de préciser, puis on y reviendra dans ton parcours, et du coup c'est là où je t'ai vu. Et le bon hasard des choses a fait que quelques années plus tard, je t'ai retrouvée dans ton club ici à Paris, où j'ai la chance de pouvoir être accueillie quand je suis de passage dans ton club. Et donc je suis super contente de pouvoir t'interviewer parce que je sais que tu as un parcours déjà en termes de judo assez extraordinaire, en termes même humains assez atypique, tu es un grand baroudeur, tu vas nous parler sûrement de beaucoup de pays, même plusieurs continents. Et puis pour être ton élève au club, quand je vois ton judo, voilà, je pense t'as beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre aussi. Ah bah écoute, je sais pas, j'espère pouvoir répondre correctement à tes questions. Ouais, tu vas voir, c'est pas difficile. Alors écoute, je propose de commencer tout simplement par ta rencontre avec le judo. Comment ça s'est fait? Par hasard, par envie, ta rencontre, et puis pourquoi tu as continué? Comme ça, on commence par le début. Bien sûr, oui. Je pense que c'est bien de commencer par là. Ouais. Voilà, en fait, j'ai commencé le judo en septembre 1971. Et voilà, j'avais 7 ans. Ok. Alors, en fait, juste pour une petite parenthèse, c'est vrai que le judo dans les années 50 et 60 était plutôt pratiqué par des adultes ou des adolescents. Et il y a une mode, sans doute, qui s'est mise en place début des années 70 pour que le judo soit accessible aux enfants. Et ma mère avait une très bonne amie, très bavarde, qui était toujours à l'affût un peu de tout ce qui était nouveau, qui avait inscrit son fils au judo et qui a dit à ma mère, qui avait 2 enfants un peu excités, un peu turbulents, elle conseillait à ma mère, plutôt que de chahuter sur le lit, de casser tout dans l'appartement, elle conseillait à ma mère de nous inscrire au judo, okay. Mon frère et moi. Mon frère il y a 2 ans de plus. Et donc bien évidemment comme on habitait Courbevoie, elle a pris, c'est la proximité qui joue toujours, et ma mère est allée se renseigner au club le plus proche de notre domicile, qui était au stade municipal de Courbevoie, boulevard Aristide Briand. Et puis voilà, elle s'est renseignée, ça s'appelait le CIO, Centre Intersport ou Centre Interclub Omnisport, enfin quelque chose comme ça. Alors j'ai quand même la mémoire de ce premier cours, puisque j'ai commencé le 15 septembre, et je crois les cours avaient dû commencer 1 ou 2 semaines avant. Et le souvenir que j'en ai, c'est que les enfants étaient... Alors j'étais petit, je n'avais que 7 ans, c'est que tout le monde était en kimono. Donc tu avais déjà ton kimono pour la première séance? Eh ben non, justement. Et j'avais, alors à l'époque, c'était des survêtements Adidas qu'on ne verrait plus maintenant. Ça ferait quoi si je l'avais, je le garderais en survêtement de collection. Ouais, encadré. Oui, encadré, parce que vieux survêtement bleu marine avec des grosses bandes blanches, enfin le truc qu'on ne doit plus du tout voir. Et évidemment, il fallait bien avoir une tenue de sport. Je n'en avais pas parce que c'était premier cours de judo, donc comme un cours d'essai. Et je sais que pas que j'avais honte, mais j'étais très mal à l'aise parce que tout le monde était en blanc. Donc le professeur, il était très bien, mais d'une grande sobriété. Quand il parlait, on entendait une mouche voler. Voilà, et tout bien coiffé, joli kimono, ceinture noire. Tout le monde était en blanc. Et puis moi, j'avais ce survêtement Adidas. Donc, voilà, ça dépareillait un peu. Et le souvenir que j'en ai, c'est ça. Et puis, en fait, je sais pas, ça m'a plu. J'ai tout de suite accroché. Mais à vrai dire, c'est pas uniquement le judo qui m'a accroché. C'est que dans cette salle, à Courbevoie, il y avait des affiches au mur. Des affiches qui représentaient le Japon. Alors à un moment, on voyait deux femmes en kimono avec des ombrelles face à face.
Bon, c'était pas le judo, mais ça représentait le Japon. Puis il y avait les posters où à un moment, je pense que je voyais deux Japonais en train de faire un mouvement sur la neige avec le mont Fuji derrière. Bon, enfin, c'était bon, évidemment les clichés du Japon. Ouais. Mais dans la tête d'un enfant, j'étais déjà transporté. C'est-à-dire qu'il y avait le judo qui était une discipline nouvelle. Tout le monde était habillé en blanc. Je ne connaissais pas le professeur qui était lui aussi habillé tout en blanc. Il y avait ces affiches qui représentaient des images du judo japonais. Donc j'avais l'impression d'être à la fois dans une activité nouvelle, mais aussi dans un autre pays. Et c'est peut-être cet ensemble, cette atmosphère générale de la salle, liée à la nouveauté de la discipline, qui m'a transporté et qui m'a fait tout de suite aimer le judo. D'accord. Mais bien évidemment, quand on a 7 ans, on n'a pas les moyens de l'intellectualiser. Ouais. Hein, ça ne reste que du ressenti. Ouais. Mais on se, comme beaucoup d'enfants, hein, et on se laisse piéger un peu par ce ressenti. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai continué de jouer, j'ai jamais arrêté. Donc, en septembre dernier, ça faisait mes 50 ans de judo. Ça fera 51 ans en septembre prochain. Waouh! Donc, du coup, tu grandis dans ce club-là. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas du tout de demi-couleur. Et puis, il y avait quand même les couleurs. Enfin, comment ça se passe ta progression de tes 7 ans et adolescent, quoi? T'es vite très mordu ou juste tu aimes ça? Comment ça se passe? Alors oui, très mordu. Alors, bien évidemment, on passe les ceintures. Il n'y avait pas les ceintures les bicolores. Hein, mais en revanche, il y avait la ceinture violette. Alors là, c'était vraiment l'intermédiaire entre la bleue et la marron, celle qu'on donnait peut-être aux enfants de 12-13 ans qui étaient trop jeunes pour avoir la marron, qui ont donné normalement à 14 ans, si mes souvenirs sont bons. Oui. Mais en fait, moi j'ai eu un premier professeur de judo qui s'appelait Philippe Le Chap. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, et je l'ai eu de 1971 à 1973. Si je me souviens bien, il était ingénieur, il était pas mal pris par ses obligations professionnelles. Il a laissé la place à un copain à lui qui s'appelait ensuite Jackie Le Verdez. Okay. Et qui ensuite est parti en 75 parce que je vois c'était un petit peu investi dans la politique, peut-être pas dans le courroux du maire. Puis à un moment, je pense qu'il a été contraint de quitter Courbevoie. Il est allé à la Garenne-Colombe. Et quand Jackie Le Verdez a quitté le club, moi j'étais ceinture bleue. J'avais 11 ans. Ah oui. Mais je ne méritais pas ma ceinture bleue, j'avais pas le niveau. Mais ce qu'il y a, c'est que Jackie Le Verdez, c'était un professeur, c'était un animateur, c'était un meneur d'hommes, c'était quelqu'un qui soulevait l'ambiance, mais c'était pas un grand judoka, ni un grand professeur. Mais, on va dire, c'était un orateur. Il y avait du charisme, donc il y avait une ambiance de ça. D'ailleurs, juste, je fais une petite parenthèse, si tu veux bien, mais sur ces 4 premières années, justement, c'était déjà très ludique comme aujourd'hui, les enfants, ou c'était un judo quand même très... on apprend les techniques Oui, on apprend les techniques. Ça restait quand même assez traditionnel. C'est-à-dire, j'ai le souvenir d'un entraînement, d'un échauffement très classique. On échauffe les bras, les articulations, la tête. Il y avait les chutes arrière, les chutes latérales, les chutes avant. Il y avait travail d'une technique. Puis après, il y avait les randonnées, donc on restait dans la configuration. Il n'y avait pas de jeu comme aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de jeu comme aujourd'hui. On restait dans la configuration classique d'un cours de judo, ce qui est d'ailleurs déteint sur moi, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je continue à faire dans mes cours. Jacques Ledel et Philippe Le Chap, ont été mes premiers professeurs, mais ils ne m'ont pas marqué dans dans l'aspect judo, dans la valeur intrinsèque du judo, la valeur profonde du judo. Ils ne m'auront pas marqué parce que je pense qu'il n'y a rien de particulièrement marquant, c'est professeurs normaux. Ouais. Celui que j'ai eu ensuite était un Christian Lévignac qui a pris le club parce qu'il y avait une place à prendre. Hein. Je pense que Courbevoie, à un moment, il y a une restructuration à Courbevoie, et il y avait 2 clubs à Courbevoie. Le Courbevoie Sport, il avait le CEO, et un nouveau club qui se créait en face de la mairie qui s'appelait la Maison des Jeunes. Et Monsieur Correa, un ancien du judo, dont j'étais très fier de faire partie de l'école, Monsieur Correa lui, il a fait son club dans le Marais, Judo Club du Marais. Tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que j'habite maintenant juste à côté. Ouais. Et je passe devant la porte du 15 rue Potrier avec beaucoup de nostalgie. Malheureusement, M. Correa est décédé en 2000, mais il y a toute l'école Correa qui est arrivée sur Courbevoie. Et M. Correa, il a placé ses pions. Et il a placé donc Christian Lévignac qui était au CIO. Il avait mis, lui, M. Correa était à Courbevoie Sport en duo en même temps avec Jean-Jacques Blainville, qui était un fidèle de Correa. Et il a mis Didier Goguet à la Maison des Jeunes de Courbevoie, enfin du centre culturel. Donc en fait, il avait, voilà. Et là, équipe, et voilà. Et c'est vrai que là, j'ai commencé. Donc en fait, moi, je suis un élève d'un élève à M. Correa. Oui. Puis après, je devenais un élève direct de M. Correa parce que j'allais m'entraîner chez lui. Et mon professeur, Christian Lévy. Alors j'ai eu 2 professeurs, j'ai eu Christian Lévignac et Didier Goguet, qui tous les 2 étaient de la même école. Mais c'est surtout mon Christian Lévignac qui aurait été celui qui m'aura tout appris, transmis et qui m'aura fait ressentir tout le jeu. Donc tout ce que j'ai en ressenti de judo, je pense qu'il me l'a... Donc c'est ton adolescence à peu près? Oui, alors, il est arrivé donc en 75, j'avais 11 ans. Et je l'ai rejeté ce professeur au départ. Parce que il avait un autre club à Paris qui s'appelait l'UPAM, où il avait des élèves qui étaient
très forts, beaucoup plus forts que nous, Ouais. qui étaient ceinture bleue, ceinture violette, et beaucoup, par rapport à leur grade, étaient beaucoup plus forts que nous. Puis un jour, quand il m'a vu, il est arrivé, il m'a dit, toi, ta ceinture bleue, tu n'as pas le niveau de ta ceinture bleue. Alors, ça manquait un peu de Oui, diplomatie. quand on a 11 ans, c'est pas évident à... J'étais pas content, j'étais vexé. C'est vrai que, alors que ça nous a contrariés, et mon frère et moi, on a quitté ce club-là pour aller à la maison des jeunes de Courbevoie pour voir Didier Goguet. Pendant une année, ça s'est bien passé, mais après, on est revenu au CIO parce qu'on avait tous nos copains. Ah oui. Et on s'est mis à aimer Christian Lévignac. On a appris à le connaître, on a vu qu'il avait un franc-parler, il était direct, mais il était profondément gentil, profondément passionné de judo. C'était un chercheur. Je sais pas, si on lui attribuera pas le titre de grand sportif, ni de judoka. Moi, je lui attribuerai le titre de chercheur. Ah oui. C'est un chercheur. C'est-à-dire que je l'ai vu jouer au tennis. Il a fait du tennis comme il faisait du judo. Il a fait de la plongée, il faisait pareil. Il a fait de la cuisine. Il faisait de la cuisine comme il faisait du judo. Et quand il faisait du judo, il passait son temps à réfléchir. Il me disait des fois, j'ai fait une insomnie la nuit dernière, j'ai réfléchi, pourquoi on ne ferait pas un Shimata comme ça, et pourquoi on ferait... Et à chaque fois, il venait, il avait quelque chose de nouveau. Donc, il nous a fait progresser. Et après, il m'a redonné la fameuse ceinture violette à 13 ans, et ensuite la ceinture marron. Et c'est là où il nous a inculqué son judo, il nous l'a communiqué. Et ensuite, je suis devenu son assistant en 1981, donc j'avais 17 ans. Mais juste avant ça, on reprendra tes 17 ans dans une seconde, mais là, dans ton adolescence, on va dire de ceinture bleue à ceinture marron, il y avait aussi de la compétition ou c'était que le cours? Oui, alors, non, il y avait de la compétition. Alors, si je me souviens bien, il y avait les compétitions UCEP, qui sont les compétitions scolaires. D'accord. Alors, on faisait les championnats des Hauts-de-Seine, championnats d'Île-de-France UCEP, et puis le CIO, c'était un club qui n'était pas affilié à la Fédération française de judo. D'accord. Alors que le club de Christian, l'autre club qu'il avait à Paris, club privé qui s'appelait l'UPAM, près de l'hôpital Saint-Louis, je crois que c'est dans le 20e, les élèves étaient licenciés, c'était un club qui était affilié. Donc il nous licenciait à son club, si bien que même si nous étions à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, on faisait le championnat de Paris, puisqu'on était affilié à un club de Paris. Et c'est là où j'ai commencé à faire les championnats de Paris, Benjamin, minime, junior, cadet, junior. J'ai aimé ça, j'ai aimé tout de suite, oui. On avait, comment dire, on était un petit peu tendu parce que ce professeur, il nous envoyait en compétition, mais il nous accompagnait pas. Ah. Alors on se sentait un peu seul. Et mais tout le monde n'aimait pas la compétition parce que, si je me souviens bien, tous les compétiteurs qu'on rencontrait venaient, il y avait les parents qui étaient là, les grands frères, les grandes sœurs, il y avait les entraîneurs, ils étaient coachés, donc c'était un peu la foire d'empoigne, il y avait du bruit, et nous, on se sentait tout seul, isolés, devant... à combattre quelqu'un qui est encouragé avec du bruit autour, et nous n'avions aucun encouragement. Donc, fallait se battre un peu contre ça. Donc, on était aussi impressionnés parce qu'on avait été un petit peu protégés dans notre petit cocon familial de judo. Et après, ceux qui ont... les plus déterminés continuaient de faire la compétition, c'était pas la majorité, et puis les autres préféraient rester à faire tranquillement leur cours de judo hebdomadaire. Et une dernière question sur cette période, parce qu'aujourd'hui on différencie un peu les clubs compétiteurs des clubs non compétiteurs. Si tu veux faire de la compète, que tu es dans un club non compétiteur, parfois tu te prends un petit choc quand même quand tu arrives en compète, parce que tu n'es juste pas adapté à l'exercice. Est-ce qu'à l'époque, ça avait déjà cette différence ou c'était pas du tout le sujet ou... Il me semble qu'il y avait moins de clivage. Maintenant, c'est vrai que les clubs veulent avoir leur identité. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont loisirs, il y a des clubs qui sont un peu judo traditionnel, qui se veulent un peu dans la recherche. Beaucoup de clubs qui sont loisirs, qui sont un petit peu basés sur le social. Et puis après, il y a des clubs compétition. Puis il y a des clubs mitigés qui sont un peu tout, mixte. Et puis il y a des que j'ai fait qui sont plus option école de judo, sans fermer la porte, bien évidemment, à la compétition. À l'époque, je pense qu'il y avait peut-être pas encore une grande connaissance du judo auprès de tous les professeurs. Il n'y avait pas ces clivages. Les clivages, ça devait être le clivage collège des ceintures noires et fédération. Qui sont... D'ailleurs, avec Coréa, j'ai lu le bouquin sur Coréa, ça explique bien le... Voilà, oui, il y a un vieux... vraiment bien ce qui s'est passé, un vieux du collège, et d'ailleurs, M. Coréa, pour marquer sa différence, il avait appelé ça le judo Michi. Oui, exactement. Michi. Ce qui veut dire la même chose, puisque Michi, c'est rue, mais plutôt que pour bien différencier. Mais Christian Lévignac, c'était un élève de Coréa, mais c'était un élève, c'est un peu comme si c'était un peu l'élève turbulent de M. Coréa, c'est-à-dire que son club était très compétition. D'accord. Mais il enseignait bien le judo, il enseignait le judo de manière Coréa, avec ses touches compétition. Et ses élèves, qui faisaient pas mal de compétitions, se distinguaient bien sur Paris. C'était un des clubs qui marchait bien. Et ses élèves à lui,
qui devenaient après nos copains puisqu'on appartenait au même club, Ouais. nous cassaient la gueule, si je peux me permettre l'expression, quand ils venaient à Courbevoie, pendant au moins 1 ou 2 ans, avant que nous rattrapions leur niveau, et puis qu'après ça fasse vraiment Ouais. un groupe UPAM. Génial. Voilà. Mais c'était quand même assez... il y avait un côté assez compétition quand Ouais. même. Ok, donc on revient à tes 17 ans. Mais qu'est-ce que j'en ai pas fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que par les chutes, par tout ce que j'ai subi en 12 ans de chutes à raison de 9 heures par semaine, il m'aura inculqué son judo. Et puis il y avait Levallois qui venait de se monter à côté, il y avait la bande à Vachon, et ça me plaisait bien d'aller à Levallois. Je sentais que j'allais mieux dans un kimono que dans un costume. En plus, quand on est jeune, les costumes, on les porte pas C'est une bien. jolie phrase, ça. Ah, oui. Puis à un moment, je me suis dit, mais Jean-Luc, c'est pas toi, c'est pas ta vie, choisis-la ta vie. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est le choix qu'on fait. Et je me suis dit, et si je me servais de mon kimono comme d'un passeport?